Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paraculte. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va vous parler de Lovecraft, on va vous parler de l'auteur Howard Phillips Lovecraft, on va vous parler un petit peu aussi de la série Lovecraft Country, on va vous parler du jeu vidéo de l'appel de Cthulhu et même un petit peu de la couleur tombée du ciel ou venue d'ailleurs selon la version que vous allez consulter. Je suis accompagné évidemment de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Salut à toi, comment vas-tu ? Ça va très très bien. On se parle pas pour parler tech cette fois-ci. On n'a pas de grandes annonces tech. On va faire un épisode horrible. Effectivement, horrible ou horrifiant, ou peut-être un petit peu des deux. On va vous parler de cet auteur, Howard Phillips Lovecraft, qui est un écrivain américain qui a connu des heures de gloire un peu tardives, voire même après sa mort. Il n'a pas eu des heures de gloire incroyables de son vivant. On va vous parler un petit peu de tout ça et donc des œuvres qui en découlent, qui continuent à perdurer. Allez, Guillaume, peut-être première question, comment t'as découvert, toi ? Est-ce que t'as des premiers souvenirs de première découverte de Lovecraft, toutes ces œuvres ? Oh bah oui, bien sûr. Moi j'ai eu donc dernièrement une sorte de revival Lovecraft, on peut dire, puisque mes premières lectures de cet auteur, donc né en 1870 quand même, donc ça remonte quand même pas mal. Ça remonte une petite vingtaine d'années pour moi. C'est une époque où j'empruntais à la bibliothèque une épaisse édition intégrale que je suis loin d'avoir lu en entier. Mais je me souviens tout de même de certains classiques, comme, je sais pas, les montagnes hallucinées en particulier, La couleur tombée du ciel aussi, et puis L'aurore de Dunwich, la maison de la sorcière, voilà, et bien sûr, évidemment, l'appel de Cthulhu. Donc sans être un grand connaisseur, je suis quand même familier du monstre géant à tentacules préféré des Occidentaux. Donc dernièrement, il y a donc des œuvres très différentes qui m'ont fait plonger, tu les as dit. Alors en ce qui me concerne, c'est plutôt l'appel de Cthulhu, le jeu vidéo, et Lovecraft Country, mais j'ai aussi vu la couleur tombée du ciel, donc voilà, c'est... je vais en parler, mais bon, c'est vrai que la tradition ici, c'est de parler de choses qu'on a aimées. Franchement, l'appel de Cthulhu, très moyen, le jeu vidéo, mais bon, il faut quand même un petit peu en parler, je pense, et dire pourquoi. Ouais, et puis il y a forcément quelques éléments qui t'ont plu, que tu vas souligner, même si tu le conseillerais peut-être pas, du coup, à tout le monde, mais oui, t'as raison, Paraculte, on a pris le parti depuis le début de parler pratiquement uniquement quelque chose qui nous plaise. Bon, allez, on va reparler un petit peu tout à l'heure. Effectivement, c'est un auteur de la fin qui est né... en 1870, tu disais, j'avais plus sa date de naissance exacte, mais qui a travaillé sur ses écrits et qui a eu une période un peu phare dans les années 1920. Mais effectivement, il a été plutôt connu, j'allais dire, par la suite, et il a le succès bien après sa mort. Ça, c'est un peu particulier, et en sachant que on peut le présenter comme étant un petit peu dans la continuité du travail d'Edgar Allan Poe, lui-même dans la continuité d'ailleurs de Jules Verne. Je pense que si on doit situer un petit peu la succession des courants fantastiques / horrifiques des écrivains, peut-être qu'on peut les mettre dans cette espèce de triptyque, mais il y a un truc aussi qui est très fort, c'est que l'œuvre d'Howard Phillips Lovecraft s'inscrit globalement dans ce qu'on décrit aujourd'hui comme étant le mythe de Cthulhu, donc c'est des grands principes qui reposent sur le fait que l'univers est immense, bien au-delà de ce que peut imaginer l'être humain, et que même la temporalité de la Terre, la temporalité de l'existence en tant que vie dépasse très largement l'être humain. Ce en quoi finalement on peut dire que c'est assez réaliste par rapport à notre situation d'aujourd'hui, puisqu'évidemment l'univers ça nous dépasse, et puis la temporalité de la Terre elle est bien plus grande que ce qu'on peut s'imaginer, et donc lui il va explorer ses fondements, alors évidemment en émettant des suppositions qui sont qu'il y a des entités qui sont complètement inintelligibles pour l'être humain, qui sont installées sur Terre il y a de ça très 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 longtemps, bien avant l'humain, et qui sont au-delà de ce qu'on peut connaître de l'univers, et ce sont des éléments qu'on peut caractériser finalement pour cet aspect-là de réaliste, c'est-à-dire que c'est pas de la magie, c'est pas du fantastique, mais ça se base sur ce que pourrait être l'inconnu de l'être humain à l'échelle temporelle et à l'échelle géographique au niveau de l'espace, et l'illustration de ces entités qui sont exploitées dans les nouvelles de Lovecraft, qui représentent les plus grandes peurs de l'être humain, et évidemment ça joue sur le côté effrayant, quoi.
Est-ce qu'il y a une histoire qui t'aurait marqué, toi, de Lovecraft, que tu voudrais, sur laquelle tu voudrais revenir, ou est-ce que c'est toute l'œuvre dans son ensemble qui peut t'avoir sensibilisé, qui a pu te plaire? Lovecraft, ce qui est intéressant, c'est que, enfin pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que c'est de la science-fiction en fait. Il a un volet science-fiction et un volet plus fantasy. Et moi, c'est vrai que j'accroche pas mal à cet aspect science-fiction. C'était quelqu'un qui était... c'était très intéressant parce qu'en gros, si tu veux, Lovecraft était à la fois très moderne et ultra réactionnaire. Il voulait être astronome, et il était passionné de science, il était athée, et effectivement, il percevait que chaque grande découverte scientifique rapetissait la place de l'homme dans l'univers. Il était donc fasciné, comme tu dis, par l'immensité du cosmos et par son indifférence à notre existence même. Donc il percevait l'humanité comme insignifiante à l'échelle de l'univers, qui est là, immense, noir, froid et presque totalement inconnu. Et c'est une conception qui est complètement opposée à l'anthropocentrisme, et je pense que dans les années 20, c'était quand même très moderne, il me semble. Et bon, c'est même d'ailleurs surprenant que Howard ait été si raciste. Si les humains sont de minuscules microbes devant l'immensité du monde, c'est quand même cocasse avec ce recul que ces mêmes microbes se détestent les uns les autres. Tu vois, est-ce que le microbe wasp déteste le microbe juif? Il était aussi antisémite, il était plein de choses, on reviendra dessus. Donc voilà un truc qui doit bien faire marrer Cthulhu et ses potes grands anciens, quoi. Donc oui, c'est d'ailleurs... est-ce que ça rend problématique le fait d'aimer l'œuvre ? En fait, c'est intéressant, ce genre de truc. Et d'ailleurs, au début de Lovecraft Country, donc les premières minutes de la série, donc dans la série Lovecraft Country, alors Lovecraft Country, donc c'est une série, on peut commencer par là si tu veux. Ouais, plus moderne. Pourquoi pas, oui, c'est plus moderne. Donc c'est ça, vient de sortir en fait, c'est une série en cours de Misha Green et Jordan Peele. C'est une production HBO qui passe aussi en France sur OCS, qui est diffusée depuis fin août, et c'est une série d'épouvante qui s'approprie les codes Lovecraftiens, tout en jouant avec la controverse la plus consensuelle chez les lecteurs Lovecraft, c'est-à-dire son côté facho-raciste. Et c'est indéniable, lui-même, dans son abondante correspondance, se dit, je cite, Tory, tsariste, Junker, patricien, fasciste, oligarchiste, nationaliste et militariste. Voilà, donc il a une aversion pour tout ce qui n'est pas WASP. Donc évidemment, il aime pas les Noirs, bon, mais il n'aime pas non plus les Hispaniques, il n'aime pas les Asiatiques, il n'aime pas non plus les Hollandais, donc c'est quand même très très large. Ça va très très loin. Et donc bon, oui, cette aversion, en fait, elle parsème ses écrits, et bon, même pour l'époque, en fait, il y va assez fort, Lovie. Mais moi, quand j'ai lu finalement, il y a une vingtaine d'années, comme je disais, Lovecraft, ça m'avait pas vraiment, j'avais pas vraiment perçu, si tu veux, cette tendance-là, parce que c'est le genre aussi, enfin, je veux dire, tu vois, et puis les protagonistes sont tous à moitié maboule dans Lovecraft. Bon, je suis loin d'avoir été un exégète de l'auteur, quoi, tu vois, donc c'est un côté vraiment intéressant. Alors, est-ce que ça rend problématique le fait d'aimer l'œuvre ? La question est abordée dès les premières minutes de la série, où le héros, qui dit du John Carter, donc discute avec une mamie dans le bus. Donc, John Carter, c'est un ancien général confédéré. Et voilà, ça le rend moins sympathique du coup, donc un sudiste, et surtout pour le lecteur noir. Pourtant, les histoires sont comme les gens. Les aimer ne les rend pas parfaites, et on les apprécie en acceptant leurs défauts. Je cite. Donc la série fait exactement ça en fait, c'est une histoire Lovecraftienne, avec des blagues, avec des héros noirs, ce qui, vous vous en doutez bien, n'est jamais arrivé chez Lovecraft. Donc renverser la situation avec des héros noirs et des protagonistes blancs, qui soient inquiétants, terrifiants, voire monstrueux, en fait c'est pas très difficile. C'est ça qui est intelligent, il suffit de placer l'action pendant la ségrégation dans les années 50. Parce que être noir dans ces années-là, c'est flippant en soi, et la série le montre à la perfection. Rester entre soi pour être tranquille, sinon courir le risque de se faire arrêter à tout bout de champ, parce qu'on prend pas la bonne entrée, parce qu'on s'assoit pas dans les places réservées dans le bus. Bon, voilà, c'est tout ça, on le sait un petit peu, tu vois, mais c'est pas des choses sur lesquelles la pop culture américaine appuie en général, tu vois, on le voit pas très très souvent. Et j'ai appris plein de choses aussi. Tu vois, savais-tu qu'il existait un livre vert, le Negro Motorist Green Book, qui a été publié de 36 à 66, à destination des Afro-Américains qui doivent partir sur les routes, et qui leur indique les endroits safe. Parce qu'à l'époque, quand tu pars sur les routes, tu traverses plein de bleds, des bleds où on voudra pas te servir si t'es pas blanc, où on voudra pas de toi dans un resto, dans un hôtel, dans un commerce, où on pourra même t'agresser en quasi totale impunité. C'est fou. Et j'ai aussi découvert l'existence des Sundown Towns, les villes couchées de soleil. C'est des villes qui sont totalement blanches, où un Afro-Américain, mais aussi un Hispanique ou un Chinois, ou autre, aperçu après le coucher du soleil, dans les limites de la ville, s'expose à des violences qui peuvent aller jusqu'au lynchage.
Il y avait même des banlieues Sundown, où les Noirs qui travaillaient pour les Blancs, donc, ne pouvaient pas y habiter, ni scolariser leurs enfants, d'ailleurs, qui devaient parfois aller à des dizaines de kilomètres. Et voilà, et donc la haine et la violence de certains est déjà très anxiogène, et c'est très bien rendu dans cette série, donc qui est finalement une série d'époque, où la photo et les décors sont très beaux, c'est irréprochable, comme souvent avec les très grosses prods. Et c'est sur cette toile de fond, qu'on a un mystère qui rapidement finalement bascule dans le surnaturel. Le père du héros, avec lequel il a pas toujours été en très bons termes, il a disparu en laissant un mot qui indique la ville d'Ardham, en Nouvelle-Angleterre. Référence assumée, le héros est un amateur de SF et de pulp, comme son oncle. Ils connaissent très bien l'œuvre d'ailleurs de Lovecraft, et l'occasion de faire une petite mise en abîme, et donc ils vont s'y rendre à Ardham avec une amie d'enfance et son oncle. Et c'est parti pour une histoire qui reprend les codes de Lovecraft en les adaptant, en se les appropriant, et bon... Alors je peux pas vous dire évidemment parce que j'ai pas tout vu que c'est pas tout sorti, j'ai vu 4 épisodes pour le moment, et c'est un peu inégal, en vrai. Ah. Le premier épisode est excellent, le second est quand même largement en dessous, je l'ai trouvé confus et décousu. Ça se reprend ensuite, mais on conserve toujours une dose de kitsch, même une grosse dose de kitsch qui rend l'ensemble assez fun finalement. Et ça se veut assez fun, et d'ailleurs le dernier épisode est carrément un hommage à Indiana Jones, c'est un épisode que j'ai vu bien entendu. Donc je le conseillerais quand même si c'est pas forcément ce qu'on attend au début, mais il y a vraiment de très très bons côtés dans Lovecraft Country, de côtés vraiment très intéressants. Bon, c'est pour le moins original du coup de ce que j'en comprends comme traitement, donc c'est évidemment à regarder. Tu sais que cet élément de racisme de Lovecraft, il est évidemment installé dans les fondements, il est indéniable. Il y a une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Le cauchemar d'Innsmouth, je crois. Mais d'ailleurs, il y a des créatures qui sont présentes de manière récurrente dans ses œuvres, que sont les profonds, donc des espèces d'hommes poissons, on va dire. Et il y a des éléments à faire en parallèle de cette vision raciste de l'être humain, où typiquement les profonds peuvent s'accoupler avec les êtres humains, mais ce qui est engendré est forcément impur et perverti, et c'est indéniable en fait, cette vision raciste de Lovecraft, elle est indéniable. Maintenant, ce qui est hyper intéressant aussi peut-être à souligner, sans que ça n'excuse et sans que ça veuille j'allais dire adoucir cette vision-là des choses, c'est que il est pas plus raciste que la plupart des blancs de la Nouvelle-Angleterre à l'époque, ça c'est assez établi, et a priori les éléments qui font que ça se remarque encore plus chez lui, c'est que c'est tout simplement un écrivain qui sait appuyer sur cette vision-là des choses en faisant des parallèles. Et en tout cas, la nature même du racisme dans le mythe de Cthulhu est hyper présente, mais ça touche à un autre point qui est très important dans le mythe de Cthulhu, donc cette espèce de cosmogonie qui a été présentée et décrite par Lovecraft dans ses œuvres, c'est que c'est un mythe qui a perduré, notamment au travers d'autres auteurs. C'est un mythe qui est un peu open source finalement, Guillaume, par certains aspects, pour faire des parallèles sur la tech, et il y a d'autres auteurs qui l'ont alimenté. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'échanges avec Robert E. Howard, qui est l'auteur de Conan, par exemple, avec Robert Bloch, qui a écrit Psychose, qui a été évidemment adapté au cinéma par Alfred Hitchcock en 60. Et en tout cas, ce mythe, il a grandi et il a largement dépassé le vivant de Lovecraft, et il continue aujourd'hui à être développé avec des enjeux modernes. Et donc le racisme peut être repris aujourd'hui. Je comprends, moi j'ai pas vu la série, mais que c'est en tout cas une volonté d'intégrer une autre perception du racisme dans le mythe de Cthulhu, et je trouve ça évidemment top. Il y a une autre illustration vidéaste, je sais pas comment le décrire, mais dans le film Get Out, Guillaume, je sais pas si tu l'as vu. Oui, Get Out, oui. Qui est un film par essence Lovecraftien, où il y a d'ailleurs plein de clins d'œil, où justement le héros est un personnage noir qui se retrouve embarqué dans un environnement où c'est là aussi les blancs qui sont source des peurs du personnage principal, et qui sont évidemment à l'origine des choix horrifiques qui sont déclenchés. Ce qui est très intéressant dans Get Out, par ailleurs, c'est que ça montre une autre face du racisme, qui est la face gentille. C'est-à-dire que dans le film, en fait,
première moitié du film, en fait, les Blancs ne cessent de complimenter les Noirs dans leur ensemble, en tant que peuple, je sais pas, enfin, en tous les cas, ils ne cessent de les complimenter pour des tas de choses, pour leur qualité athlétique, pour leur, je sais pas, enfin bref. Et en fait, donc évidemment, quand tu dis un truc comme les Noirs sont bons en sport, ben ça paraît positif, mais en fait c'est complètement con parce que tous les Noirs sont pas bons en sport, c'est aussi peu vrai que tous les Blancs sont mauvais en sport ou moins bons en sport, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est juste des généralités qu'on dit, voilà, enfin on fait des grosses classifications comme ça et ça nous amène à faire des erreurs, à faire des oversimplifications quoi. Et globalement, si tu veux, c'est très bien montré que là, cette manière positive de présenter les choses et quand même du racisme. Et bon, évidemment, c'est montré parce que c'est un film d'horreur, par le fait que ils veulent s'approprier tout ça de manière atroce. Mais bon, enfin, je vais pas spoiler le film, mais c'est aussi autour de ça que ça tourne, et c'est assez intéressant puisque c'est une forme moderne aussi de racisme quelque part de créer des catégories, de créer des différences et de faire en sorte de, disons, donner des éléments positifs à la catégorie qu'on aime le moins. Donc tu donnes des éléments positifs à cette catégorie, mais ces éléments positifs en général, c'est pas les éléments positifs les plus importants. C'est-à-dire que quand tu dis les Noirs sont bons en sport, tu sous-entends qu'ils sont bons en sport, mais peut-être pas en autre chose, et du coup conserver pour les Blancs le fait d'être bon et d'être plus intelligent, tu vois. Tu le dis pas, mais en creux, quelque part, tu vois. Il y a toute une forme de... Alors évidemment, ça dépend... C'était pas forcément, mais je veux dire, ça peut être insidieux comme ça, quoi. Et c'est vrai que Get Out insiste là-dessus, c'est pas mal. Et je trouve ça top, effectivement, que ce mythe puisse être retravaillé et qu'il remette en balance un petit peu cette notion-là. Alors, on va pas quand même caractériser Lovecraft que par le racisme, parce que c'est pas le cœur de l'épisode, même si c'est un sujet qui revient tout le temps, parce qu'encore une fois, c'est un auteur qui est très consulté de par son historique de travail aujourd'hui, de nos jours, il est finalement très moderne, mais il est issu d'une situation où évidemment c'était beaucoup plus facile d'exprimer du racisme. Donc ça revient à chaque fois, mais on va pas faire tourner l'épisode qu'autour de ça. On peut aussi souligner que cette modernité, elle se traduit aussi par le fait que Stephen King, l'auteur qu'on va pas présenter forcément dans cet épisode, a expliqué à plusieurs reprises à quel point il plaçait Lovecraft comme étant au top de ses inspirations ou d'une très bonne valorisation de l'écriture de ce courant-là, tel qu'il a pu l'exprimer. On peut peut-être s'attarder, Guillaume, sur pour moi une histoire qui représente paradoxalement très bien et très mal l'œuvre de Lovecraft. On peut peut-être parler de La couleur tombée du ciel, qui est tout à la fois une nouvelle qui a été traduite d'ailleurs un petit peu plus récemment comme étant La couleur venue d'ailleurs. C'est Color Out of From Space, si je dis pas de bêtises, en anglais. Et c'est intéressant à plusieurs titres. Alors d'une part, parce que ce n'est pas forcément très représentatif du mythe de Cthulhu. Il y a cette espèce d'entité qui nous dépasse, qui intervient de manière très puissante dans l'histoire, mais c'est pas non plus un grand ancien, c'est pas un profond, ça fait pas partie de ces créatures typiques qu'il peut y avoir dans l'œuvre de Lovecraft. Et malgré tout, c'est très représentatif de ce que peut être une construction d'une histoire par Lovecraft. Donc c'est tout à la fois une nouvelle. Il y a eu une adaptation en bande dessinée de Gutanabe qui est très bonne aussi, qui est vraiment très appréciable à lire et qui a un traitement très intéressant parce qu'en plus ça se comprend dans le titre, mais il y a une couleur qui n'est pas définissable dans le spectre des couleurs qu'on connaît, qui intervient dans l'histoire. Et évidemment, Gutanabe traite ça dans une bande dessinée qui est en noir et blanc, donc c'est hyper intéressant d'avoir ce traitement graphique. Et c'est aussi, au passage, un film qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, je crois maintenant, où intervient Nicolas Cage, qui reprend l'histoire de La couleur tombée du ciel, mais qui la traite avec un angle un peu moderne. Moi, je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu parce qu'il y a des traitements visuels qui sont assez intéressants. Là aussi, c'est représentatif d'une interprétation moderne de l'histoire. L'histoire se passe pas dans les années 20, mais elle se passe dans le monde moderne avec les enjeux d'Internet. Je trouve que c'est à la fois un très bon film de Lovecraft et en même temps un assez mauvais film tout court. Bon, peut-être que les mauvaises langues diront qu'il suffisait de souligner que Nicolas Cage était l'acteur principal. Tu l'as vu le film, oui. toi, Guillaume ? Oui, j'ai vu le film aussi.
Donc c'est une nouvelle que j'ai lue aussi il y a longtemps, et que j'ai relue pour l'occasion d'ailleurs, pour voir à quel point c'était différent du film. Et dans une certaine mesure, on peut dire que le film ne suit pas trop mal le cheminement de la nouvelle, je trouve. D'ailleurs, c'est assez correct. Alors, bon, après, ce qui est compliqué avec Lovecraft aussi, c'est que c'est pas forcément facile à adapter de nos jours. Parce qu'il y a tu vois, Lovecraft, ça a été écrit, il a écrit donc entre 1900 et 1920, quoi, globalement. Enfin, pas avant, mais... Et du coup, il y a quand même des ressorts qui sont pas forcément évidents à transposer, je trouve. C'est d'ailleurs comme le mythe de Cthulhu, hein. Cthulhu lui-même, c'est une espèce de grand monstre ancien, comme ça, qui dormirait sous les mers depuis des éons. Bon, ce genre de truc, c'est plus difficile, si tu veux, à l'époque, des GPS, des sous-marins, des machins, bon, des satellites et des trucs comme ça. Bon, bah, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de La couleur tombée du ciel, c'est ça la question? Oui, du film, ouais. Oui. Et de l'œuvre, peut-être, si t'as d'autres éléments à souligner sur les représentations. Oui. Alors, t'as pas résumé l'histoire, il me semble. Non, pas du tout. Non. J'en ai touché quelques mots. Et d'ailleurs, on peut la résumer sans spoiler. Oui, écoute, sans spoiler, c'est l'histoire d'un mec qui, avec sa famille, est dans un coin paumé dans la Pampa aux États-Unis et qui s'est fait une petite ferme à base de, voilà, alors il fait des petites cultures, il fait un petit peu d'élevage, et puis un jour, il lui tombe une météorite sur la tronche. Bon, enfin, dans sa propriété. Et cette météorite, elle est un peu bizarre, parce que, bon, déjà, au lieu d'exploser tout sur son passage, elle fait pas un énorme trou, mais bon, ça, c'est peut-être un petit truc. En tous les cas, elle a un truc bizarre, c'est que elle est chaude, mais elle a une couleur très particulière. Et, en fait, alors, c'est ça qui est un petit peu... Je pense que c'est là, en fait, que le film pose problème, c'est que cette météorite, elle est étrange, elle est mystérieuse. Bon, dans la nouvelle de Lovecraft, qui, je le rappelle, était fan des sciences, il y a des gens, ils passent la moitié de la nouvelle à dire ce que les chercheurs ont fait aux échantillons de la météorite qu'ils ont pris, qu'ils ont ramené à l'université, et aux résultats des analyses. Bon, pour dire que c'est hyper mystérieux. Donc, évidemment, si tu veux, dans un film américain moderne hollywoodien, on fait pas ça. Un film américain moderne hollywoodien, c'est la mère qui arrive avec le shérif, et ils trouvent ça bizarre, et puis ils continuent à faire leur truc. Et puis après, évidemment, il se passe des trucs étranges, parce qu'évidemment, cette météorite, elle contient quelque chose qui apparemment est vivant, et cette chose vivante, elle se développe, évidemment, elle va se développer petit à petit dans tout l'environnement, contaminer tout l'environnement. Bon, j'irai pas plus loin, hein, c'est ça le truc de la couleur tombée du ciel, c'est cette contamination par une forme de vie alien, hein, tout simplement, hein, d'une partie, donc... d'une partie, voilà, enfin, c'est une partie reculée aux États-Unis, c'est pareil dans la nouvelle d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que le film La couleur tombée du ciel, il est pas formidable, il faut quand même bien le dire, même si tout n'est pas acheté, même s'il y a des choses qui, enfin voilà, il y a des moments malaisants, il y a des moments où, bon voilà, visuellement ça peut être intéressant, pourquoi c'est pas génial? Alors il y a deux choses principales à mon avis, et en fait ça se retrouve, finalement non, il n'y a même pas deux choses, il y a une seule chose, c'est l'écriture. C'est l'écriture, tant la structure du scénario que les dialogues. En fait, comme très souvent dans les films américains, malheureusement, comme trop souvent dans les films américains d'horreur ou de trucs comme ça, les dialogues sont assez pourraves. Les répliques sont pas très... sont ni super naturelles, ni super intelligentes, enfin c'est pas très bien écrit de ce point de vue-là. Et aussi, donc ça c'est l'écriture des dialogues, mais il y a aussi l'écriture du scénario, et l'écriture du scénario, le problème c'est qu'en gros, les gens ils ont des réactions que normalement dans la vie on n'aurait pas. C'est tout. C'est-à-dire dans les films d'horreur, souvent ils font des trucs débiles que tu ferais pas dans la vie, parce que dans la vraie vie tu serais terrifié, t'appellerais plein de gens, il y aurait un hélicoptère, il y aurait une armée de mecs en train d'analyser le truc, tu serais parti en courant, parce que, enfin je veux dire, moi j'aurais vu mais le quart du dixième de ce qu'ils ont vu au milieu du film. Je veux dire, même si j'ai pas de bagnole, je serais parti en courant. Tu vois, je veux dire, je serais parti en courant et hurlant, et moi, je te dis, 2 heures plus tard, je serais sorti de la propriétaire. Et là, non, les mecs, ils continuent. Alors, il y a le truc Lovecraft qui est que, oui, ça contamine aussi les esprits, et que donc, tu vois, il y a ce côté-là. Mais autant dans la nouvelle, il y a cet aspect un peu réaliste il y a des scientifiques qui viennent, qui prennent des trucs qu'ils comprennent pas, ils réessayent, ils comprennent pas, etc. Et en plus, c'est dans les années 20, et donc, ils sont quand même très isolés, et c'est des paysans, et ils ont peur, etc. Autant, justement, transposé au XXIe siècle,
ben, les réactions sont pas toutes incroyablement naturelles, et ça fait qu'à un moment donné, on n'y croit plus des masses, quoi. Ouais, ça commence même à la limite dès le départ du film. Là aussi, je vais pas beaucoup spoiler, mais grosso modo, la fille de la famille qui est concernée par cette histoire, alors, elle est hyper étrange. Elle fait des incantations démoniaques. Il y a d'ailleurs une réutilisation façon clin d'œil pour les fans de Lovecraft du livre du Necronomicon qui est pas très intéressante, qui est un peu décevante. Surtout, ouais. C'est pas très intelligent, et en fait, c'est là pour faire du clin d'œil sans que ça ait vraiment un sens. Là aussi, cette réaction, elle est, enfin, ce personnage en tant que tel, il est très bizarre. Au-delà de tout ça, tu parles de l'écriture de l'histoire, Guillaume. Moi, il y a un truc qui me marque encore plus dans le film, qui me permet de souligner la qualité qu'il y a dans la nouvelle en tant que telle et dans les autres traitements un peu plus respectueux de l'œuvre qui ont pu être faits, c'est le fait que, en fait, on ne suit pas forcément directement que cette histoire, mais on suit le témoignage d'une personne qui a assisté à ces événements-là plusieurs années après. En fait, pour le dire très rapidement, dans la nouvelle, et d'ailleurs dans le traitement de Gutanabe, qui est très respectueux de la nouvelle, il y a en gros au départ quelqu'un qui vient faire des relevés dans la région dans laquelle ont eu lieu les événements en vue de l'installation d'un réservoir, et c'est une personne qui a assisté aux événements qui sont le cœur de l'histoire qui raconte. Et il y a aussi cette dissonance des temps dans la construction de l'histoire, et on sait en fait que tous ces événements ont eu lieu, donc on sait bien que tous les événements n'ont pas éradiqué toute la région parce que il y a encore des gens qui en témoignent, elle a l'air d'appartenir au passé, et pourtant on n'est pas que dans le racontard, et il y a des stigmates de ce qui s'est passé dans le présent. Et cette différence entre le présent, qui est le moment où il y a le témoignage auprès de la personne qui fait les relevés topographiques pour le réservoir, et l'époque où avaient lieu les événements, je trouve que c'est présent dans toute la nouvelle, et c'est d'autant plus possible parce que c'est une nouvelle et c'est pas un gros roman, donc tu peux encore l'avoir à l'esprit. Et cette espèce de dissonance des temps, elle est complètement abandonnée dans le film, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que c'est la construction même, tout ce qui fait l'intérêt de la construction de l'histoire de La couleur tombée du ciel, c'est que tout ça c'est un témoignage. Et voilà, je trouvais ça aussi dommage que ça ne, c'est exploité partiellement parce il y a là aussi un scientifique qui vient faire des relevés, mais il intervient directement au moment où ont lieu les événements et au moment où tombe le météorite. Donc c'est un peu différent. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur cette différence assez subtile de l'histoire. Oui, non, mais c'est vrai aussi que oui, c'est vrai que là on voit le truc en direct, oui, effectivement, c'est différent. Ouais. Et ça rend les choses moins effrayantes en fait, paradoxalement, parce que ça fait plus film d'horreur moderne tel qu'on a l'habitude de. Oui, de toute façon, quand tu fais un film d'horreur moderne, t'es obligé aussi de changer les trucs, de faire des choses plus graphiques. Parce qu'il y a très peu. En fait, la nouvelle est très peu graphique. C'est beaucoup plus de l'horreur psychologique. Hein. De toute façon, Lovecraft, c'est toujours de l'horreur psychologique, ou presque. Il y a assez peu de gros monstres, de trucs gore. Là, évidemment, il y a plus d'horreur graphique. Et le traitement quand même, hein. La photo du film est très sympa et les couleurs sont très sympas. Moi, tu vois, il y a une version de la couleur venue d'ailleurs ou tombée du ciel que je vous recommande de consulter. Alors bon, c'est la nouvelle originale de Lovecraft, l'excellent traitement bande dessinée de Gutanabe, mais par-dessus tout ça, peut-être le plus simple d'accès, c'est France Culture qui a diffusé des interprétations de nouvelles de Lovecraft en version audio qui sont très très bien faits, qui sont disponibles d'ailleurs en podcast, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et il y a une version de La couleur tombée du ciel que je trouve vraiment excellente, qui est très respectueuse aussi de l'œuvre et qui est vraiment très très bien faite et excellente à suivre. En plus c'est gratuit, il suffit d'un lien pour aller écouter, donc à mon avis c'est peut-être l'élément le plus facile à recommander sur le sujet. Guillaume, on a fait un petit peu le tour de toutes ces œuvres, mais on voudrait quand même souligner et faire une mention sur le jeu. Alors bon, rapidement donc, l'appel de Cthulhu, Call of Cthulhu, c'est un jeu narratif de Cyanide qu'on retrouve partout, sur PS4, Xbox, Switch, et ne faites pas comme moi d'ailleurs, n'y jouez pas sur Switch, parce que c'est la pire version. Clairement, parce que là cette fois Saber a pas fait de miracle, hein, c'est pas très beau, c'est pas très fluide, il y a des bugs, il y a des saccades pendant les cutscenes, et j'ai même eu un crash à un moment, et surtout il y a des temps de chargement dignes du Guinness des records, puisque j'ai chronométré, c'est 1 minute 40 pour charger le chapitre 10, alors j'ai pas mesuré pour les autres, mais ça doit être du même ordre. Alors quelle merveille on a après 1 minute 40 de chargement? Globalement un point and click assez basique avec une touche de RPG, dans des environnements en 3D, hein, qui oscille entre le bof et le très beau. Il y en a qui sont très beaux, il y a des atmosphères très travaillées. La bande son elle est plutôt réussie, c'est techniquement pas impressionnant pour dessous quand même, hein, mais c'est pas rédhibitoire du tout. Tout est pas acheté, hein, donc Call of Cthulhu, hein, surtout si vous y jouez sur PC quand même, parce qu'il sera nettement plus joli graphiquement sur PC ou PS4. Donc on a droit à une histoire qui
Si elle suit à la lettre le manuel, écrire son histoire de Lovecraft en 14 étapes, puisque c'est le nombre de chapitres, elle n'est pas désagréable à suivre. Et c'est une histoire originale, ce qui ne suit pas la nouvelle, donc ici, c'est une nouvelle qui s'appelle Call of Cthulhu, qui fait partie donc de ce fameux mythe-là des grands anciens, etc. Et voilà, donc en gros, c'est assez classique, vous êtes un détective privé vétéran de la guerre de 14, semi-alcoolo, qui a des insomnies et des rêves chelous à base de grottes en bord de mer. Et vous êtes sur le point de perdre votre licence quand un papy pété de thunes vous amène une histoire bizarre, l'histoire de la mort de sa fille dans un incendie suspect sur une île oubliée, pleine de baleiniers au chômage technique. Bon. Petit détail sur la fille décédée, elle était peintre surréaliste, de génie, et très légèrement agitée du bocal. Alors, forcément, c'est tentant tout ça. Donc, direction l'île qui sent la marée, pour tirer tout ça au clair. Et à partir de là, évidemment, tout y est, le coin paumé, isolé, oublié du monde, et les autochtones patibulaires et du tout, d'ailleurs, et le manoir de famille ancien, les grottes secrètes avec le lot du cultiste fourni, le mélange hallucination réelle qui va bien, l'hôpital psychotrique, avec savant fou, qui a un accent germanique en prime, grosse créature marine suspecte, plein de name-dropping qui font plaisir, évidemment, un petit peu comme le film d'ailleurs, mais mieux inclus quand même que dans La couleur tombée du ciel, c'est pas très difficile. Et bon, vu comme ça a l'air respectable. Tu tombes sur l'exemplaire du Necronomicon dans la bibliothèque à un moment donné ou pas ? Non. Il trouve des notes avec des mecs qui font des recherches à l'université miskatonique, des trucs comme ça, ce genre de références là en fait plutôt. Bon, vu comme ça a l'air respectable. Enfin non, mais le Necronomicon il y est dedans, faut pas déconner quand même. Mais évidemment, il est pas dans la bibliothèque si tu veux, il est pas juste sur une étagère, tu vois, faut pas exagérer. Mais bon, c'est vrai qu'on est quand même pas trop loin. Enfin bon, ça a l'air respectable, mais bon, en fait c'est quand même un peu raté parce que ça commence assez bien, puisqu'il y a un semblant de liberté, il y a un mystère à résoudre. Mais au lieu de s'ouvrir et de s'étendre, en fait, le jeu ne fait que se rétrécir. Il devient à peine plus qu'un couloir, finalement, dans lequel on saupoudre des phases de jouabilité qui sont plutôt faibles. En fait, l'infiltration, ça passe encore, mais tout ce qui concerne le vagabond, les connaisseurs savent, le vagabond, c'est une purge. Voilà, si toi-même t'y as joué, tu sais, en fait, le problème principal est simple, en plus, c'est que j'ai jamais eu peur. Parce que voilà, ces phases, lors desquelles je suis mort des dizaines de fois, elles m'ont pas fait peur, elles m'ont gonflé. C'est pas une question de difficulté pure, mais de game design en fait, de dosage de game design. Si tu prends Resident Evil 7, c'est le dernier jeu qui m'a vraiment fait peur. Bon, lui, il a compris. Tu as l'incertitude, tu as la surprise, la punition, tu sais pas si tu auras assez de munitions, tu sauvegardes uniquement à certains endroits, et tu sais pas où, tu peux pas sauvegarder n'importe où, quoi. Tu sais pas à quoi t'attendre après, donc voilà, le chat joue avec sa souris, et t'as le temps de baliser, et t'as une chance de t'en sortir. Dans Call of Cthulhu, c'est exactement l'inverse. Tout est scripté, tu te fais choper tout de suite, et le jeu auto-sauvegarde tout le temps. Donc en fait, tu te fais tuer, tu reloads, et tout ça jusqu'à ce que tu aies compris exactement quoi faire. Mais ça fait pas peur, c'est juste saoulant. Donc le développement a été très chaotique de ce jeu, le projet était sous la responsabilité de Frogware à l'époque, qui avait été chargé par Focus de faire un jeu Cthulhu, avec la licence officielle de Chaosium. Mais bon, en 2015, Frogware a changé d'éditeur et ils se sont retrouvés chez Big Ben avec un début de jeu Cthulhu, mais plus de licence. Et ça a donné d'ailleurs The Sinking City, un autre jeu très proche en fait, mais qui part dans une direction différente sur Open World. Et bon, du côté de Focus, on avait la licence, mais pas de studio, et donc finalement Cyanide a repris le tout de zéro et ça a donné ça. Bon, peut-être que le budget du coup a été revu à la baisse, donc voilà. Alors, on sent une envie de bien faire, mais bon, tu sens qu'au niveau gameplay, c'est pas fini, quoi, c'est pas ajusté, c'est pas bien fini. C'est ça qui est dommage. Le jeu saupoudre plein de mécaniques sans jamais en maîtriser aucune. Parfois, tu dois trouver des objets, parfois pas. T'as des phases d'action vite fait, des phases d'infiltration vite fait. Bon, tout est un peu vite fait, et c'est dommage, parce que bon, finalement, l'ensemble est très moyen. Voilà, j'aurais eu envie d'aimer, mais bon, c'est pas extraordinaire. Désolé. C'est dommage parce que encore une fois, on dit qu'on on dit qu'on parle que des choses qui sont recommandées, mais encore une fois, c'est intéressant de relayer ces éléments récents du mythe et des traitements de Lovecraft, mais peut-être pas pour les consulter en tant que tels, mais peut-être s'intéresser à l'œuvre originale et les traitements qui sont plus proches des nouvelles et des romans. Je pense que c'est peut-être là aussi où va aller notre recommandation. Je trouve ça hyper dommage pour sortir vraiment de l'univers de l'Appel de Cthulhu. Ça, je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur des éléments de game design qui sont agaçants. Je fais une toute petite parenthèse parce qu'on fera vraiment pas un épisode dédié sur le sujet, mais je suis en train de terminer Mario Paper sur la Switch, Origami King, qui est, écoute, Guillaume, je sais.
il est effrayant. Mais il est extraordinaire sur sa direction artistique. Il est merveilleux. Il est très beau. Bon, c'est de la Switch, hein, mais sur son traitement graphique, il est vraiment somptueux. La bande son est formidable. Il y a plein de moments qui te font rire. Enfin, moi, j'ai vraiment rigolé à plusieurs moments. Et il y a plein de clins d'œil à des éléments de pop culture, d'ailleurs. Hein. Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu de société où il fallait planter des petites épées dans un tonneau avec un pirate. Ça faisait sortir le pirate. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Mais il y a des références à ça. Il y a des références aussi à Capitaine Flamme. Enfin, il y a vraiment des références qui sont hyper intéressantes, très évidentes et très bien traité, je trouve. Par contre, il y a un élément de game design qui est insupportable, c'est que chacun des combats, en fait, t'as un puzzle à résoudre. Tu te retrouves sur une espèce d'arène où tu peux faire coulisser les anneaux de cette arène dans un sens et dans un sens perpendiculaire. Et en gros, t'as un puzzle avant chaque combat, mais que t'as absolument pas envie de résoudre, en fait. Et il est suffisamment soit trop simple pour que tu dises mais pourquoi il est là, soit ingérable parce qu'en un nombre de coups limité, tu dois faire le bon schéma qui est attendu, sinon t'as des pénalités sur ton combat. Et ce truc-là, mais me gonfle. Et à chaque fois qu'il y a un combat, eh ben ça me perd dans le jeu. Je perds tout l'intérêt du jeu, alors que tout le reste, les phases d'exploration, le cœur du combat avant ce puzzle, il est rapide et il est simple et il est plutôt sympa. Mais cet élément de game design, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça et c'est horripilant. Et je comprends pas pourquoi dans l'appel de Cthulhu, dans le jeu que tu décris, il y a eu ce besoin de traiter ces mécaniques que tu décris de cette manière-là, alors que on comprend tous, même sans y jouer à ce jeu, qu'il faut que ce soit le plus fluide possible pour que l'immersion soit totale, quoi. Mais bon. Écoute, oui, donc on conclura par dans un jeu vidéo, la jouabilité c'est important. Quoi. S'il en fallait une preuve, on l'a obtenu. Bon, écoute, après avoir fait le tour un petit peu de Lovecraft, de son œuvre, au travers notamment de La couleur tombée du ciel, des traitements un petit peu plus récents, et puis surtout du jeu vidéo, l'appel de Cthulhu, on a fait à peu près le tour, Guillaume, même si c'est compliqué de faire le tour de Lovecraft et on aura forcément l'occasion d'en reparler. C'est déjà ça. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous délivrer pour cet épisode. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous avez, vous, de votre côté, apprécié certaines œuvres du mythe de Cthulhu ou plus directement de Lovecraft, si vous avez des compléments, des suggestions ou des remarques, vous pouvez déposer des petits commentaires. De toute façon, sur paraculte.fr, vous avez tout à fait la possibilité d'interagir avec nous à ce sujet. Guillaume, on peut peut-être rappeler où on peut te retrouver ? Bah, dans Tech Café principalement, quand même. Un épisode d'actualité tech hebdomadaire, techcafé.fr. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et puis un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre fidélité, merci d'avoir écouté cet épisode de Paraculte et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode autour de la pop culture. À très bientôt, ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.